Dans cette séquence, je vais expliquer la notion d'intégration postsynaptique. Ça fait partie du terme neurophysiologie. C'est cette propriété que possède un neurone postsynaptique à prendre en compte, à prendre en considération tous les influx nerveux qui lui parviennent à travers les neurones présynaptiques et de faire la sommation des potentiels postsynaptiques obtenus par cette intégration pour qu'au niveau du cône axonique, un potentiel d'action postsynaptique soit déclenché ou non selon la valeur du potentiel total qu'on obtient par cette sommation. Est-ce que ça atteint le seuil ou ça n'atteint pas le seuil? Donc, je vais commencer par le dispositif expérimental qui permet d'étudier certains aspects de cette intégration postsynaptique. Donc, en noir, voilà un neurone postsynaptique. Donc, c'est un motoneurone qui est relié à trois terminaisons présynaptiques. Donc, A, B et C, ce sont trois neurones présynaptiques. On procède dans les expériences à des stimulations efficaces. Toutes les stimulations sont efficaces au niveau de A, au niveau de B et au niveau de C. Et on enregistre à l'aide d'un oscilloscope implanté dans le cône axonique les différents potentiels postsynaptiques obtenus dans des expériences de protocoles différents. Donc, dans ce tableau, je vais présenter les expériences qu'on peut réaliser avec un tel dispositif. Dans les trois premières expériences, on vous propose dans les exercices des stimulations isolées, ça veut dire une stimulation en A, ou bien une stimulation en B, ou bien une stimulation en C, c'est-à-dire que le neurone postsynaptique va recevoir une seule transmission synaptique. Dans le premier cas, en stimulant une fois de façon efficace au niveau du point A, on obtient cette légère dépolarisation postsynaptique, puisque l'oscilloscope est placé derrière les synapses. Comment appelle-t-on cette dépolarisation légère? C'est le potentiel postsynaptique excitateur, PPSE, qui possède exactement les mêmes propriétés d'un potentiel local qu'on observe au niveau d'une fibre nerveuse. Ce PPSE, dans ce cas, a une DDP finale qui atteint moins 60 mV, donc c'est un PPSE d'amplitude 10 mV. Donc moins 60, moins 70, c'est un calcul très simple, c'est un PPSE d'amplitude 10 mV. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme conclusion pour cette première expérience? Eh bien que la synapse, on va l'appeler AN, c'est-à-dire la synapse qui articule le neurone présynaptique A au neurone postsynaptique N, est excitatrice. C'est-à-dire que c'est une synapse qui dépolarise la membrane postsynaptique, essaie de rapprocher sa DDP du seuil afin de déclencher un potentiel d'action. Une remarque très importante dans ce cadre, un seul PPSE, chez en tout cas les mammifères, donc l'être humain, n'atteint jamais le seuil. Donc une seule transmission synaptique ne va jamais permettre de déclencher un PA au niveau du cône axonique. Dans la deuxième expérience, c'est une stimulation isolée efficace au niveau de la terminaison B. Qu'est-ce qu'on observe dans le cône axonique? Encore un PPSE, mais d'amplitude moins importante. La DDP finale atteint moins 65 mV, c'est une amplitude de 5 mV. Pourquoi est-ce que je parle de ces amplitudes? On va en avoir besoin dans les expériences suivantes. Donc, la même conclusion va se dégager. La synapse BN, donc BN, est aussi excitatrice. Bien sûr, pour un élève, avant d'arriver à mettre ses conclusions, il faut d'abord décrire l'enregistrement qu'on obtient, qu'on observe au niveau du graphe, donc dire qu'on obtient une dépolarisation légère d'amplitude 10 mV, c'est un PPSE, et ensuite il peut dégager cette notion de synapse excitatrice. Si on stimule au niveau de la terminaison C, dans le cône axonique, on va plutôt observer une hyperpolarisation postsynaptique d'amplitude 8 mV. Ça s'éloigne du seuil de déclenchement d'un PA, c'est le potentiel postsynaptique inhibiteur.
Donc le PPSE est une dépolarisation se rapprochant du seuil. Le PPSI est une hyperpolarisation, c'est-à-dire une exagération de la négativité interne qui plutôt s'éloigne du seuil. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de la synapse CN? Eh bien, la synapse CN est inhibitrice. Par ces 3 premières expériences, on n'est pas encore arrivé à montrer cette notion d'intégration postsynaptique. Ça va commencer à apparaître dans les expériences suivantes. Donc, dans la 4e expérience, on procède à 2 stimulations en A, mais ce sont 2 stimulations très rapprochées dans le temps. C'est-à-dire qu'on stimule une première fois et qu'on va immédiatement restimuler au niveau du même point, on obtient donc 2 stimulations rapprochées. Que devrait montrer l'oscilloscope placé au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique dans cette situation? On va se reporter à la première expérience. Stimuler une fois en A donné un PPSE d'amplitude 10 mV. Stimuler 2 fois de façon rapprochée en A va donner 2 PPSE. Je vais un peu représenter un schéma de plus petit pour que l'échelle soit suffisante. Donc, une première stimulation va donner un premier PPSE. Une deuxième stimulation très rapprochée va donner un deuxième PPSE qui se greffe au premier, c'est-à-dire qui va s'ajouter au premier sous forme de marche d'un escalier qui monte. 10 mV et 10 mV, on obtient 20 mV. Ça permet d'atteindre le seuil de déclenchement de PA. Et on obtient donc le potentiel d'action postsynaptique. Qu'est-ce qui est arrivé donc dans cette expérience? Au niveau du cône axonique, il y a eu une sommation temporelle parce qu'elle a été possible grâce au temps très court qui sépare les 2 stimulations. N'oubliez pas que les 2 stimulations sont très rapprochées l'une de l'autre de point de vue temps. Donc, sommation spatiale de 2 PPSE d'amplitude 10 plus 10 égale 20 mV, et donc on obtient un potentiel d'action. Donc je vais faire le lien avec cette conclusion et la notion qu'on veut dégager, intégration postsynaptique. Donc ce neurone postsynaptique possède la capacité de prendre en compte 2 PPSE successifs provenant d'une même synapse, même plusieurs PPSE successifs. Au niveau du cône axonique, ces PPSE vont s'ajouter les uns aux autres par leurs amplitudes. Si le seuil est atteint, c'est ce cône axonique qui va déclencher et envoyer un potentiel d'action. Le cône axonique, information très importante, est une zone très riche en canaux voltage dépendants, alors que le reste de la partie étoilée du corps cellulaire ne renferme pas ces CBD. Donc le seul point du neurone du corps cellulaire étoilé plutôt, où on peut observer ce potentiel d'action, c'est justement au niveau du cône axonique. Je passe à la 5e expérience. Ce sont 2 stimulations simultanées en A et en B. Donc on stimule en même temps au niveau de A, au niveau de B, en même temps, c'est-à-dire que ça ne va plus dépendre du temps, ça dépend plutôt de points différents, d'espaces différents de stimulation, c'est-à-dire on ne stimule pas au niveau d'un seul endroit, mais en 2 endroits différents. Que va faire le neurone postsynaptique dans ce cas? Par la stimulation en A, il va recevoir un PPSE d'amplitude 10 mV. Par la stimulation en B, il reçoit en même temps un PPSE d'amplitude 5 mV. Qu'est-ce qui va arriver donc? Voilà l'enregistrement qui devrait apparaître au niveau du cône axonique et une DDP finale qui ne sera pas suffisante pour atteindre le seuil parce que 10 plus 5, 15 mV, c'est encore au-dessous du seuil. Donc ce cône axonique va se dépolariser légèrement et ensuite va revenir rapidement à cette DDP de repos. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Qu'il y a eu sommation spatiale de 2 PPSE, donc 10 plus 5 égale
15 millivolts, donc pas de PA. Donc, sommation spatiale, ça arrive lorsque deux synapses ou bien plusieurs synapses vont fonctionner exactement en même temps. Le neurone postsynaptique va donc fusionner carrément les PPSE et on obtient ce PPSE global. Global, ça veut dire résultant d'une sommation. J'arrive à la dernière expérience. Il s'agit de 3 stimulations simultanées en A, en B et en C. Donc en A, B et C, on porte 3 stimulations exactement en même temps. Le neurone postsynaptique reçoit un PPSE, un PPSE, un PPSI. Que va faire le neurone postsynaptique cette fois-ci? Donc, PPSE d'amplitude 10 millivolts provenant de la stimulation A, PPSE d'amplitude 5 millivolts provenant de la stimulation B et PPSI d'amplitude 8 millivolts provenant de la stimulation C. Donc, on va commencer par expliquer ce qui va arriver ensuite. Je vais représenter ce qu'on obtient au niveau du cône axonique. Donc, il va y avoir dans ce cas, encore une fois, une sommation spatiale parce que les stimulations sont réalisées au niveau de 3 points, mais exactement en même temps, de 2 PPSE plus 1 PPSI. Comment calculer l'amplitude dans ce cas? Donc, PPSE de A, c'est 10 millivolts, PPSE de B, 5 millivolts, et pour le PPSI, on va mettre moins 8 millivolts. Donc, puisque c'est une exagération de négativité, on va prendre ce PPSI avec son signe négatif, et on parle dans ce cas d'une sommation algébrique, c'est-à-dire qui tient en compte la nature du PPS qui va entrer dans la sommation. Si c'est un PPSE, le signal est positif. Si c'est un PPSI, le signal est négatif. Qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? Donc 15 millivolts moins 8, 7 millivolts. Donc c'est une sommation, comme je viens de dire, algébrique. Et puisque le seuil n'a pas été atteint, donc, pas de potentiel d'action. Qu'est-ce qu'on peut représenter dans ce cas? Donc, voilà le potentiel de repos. 7 millivolts, ça sera une légère dépolarisation qui ne va pas atteindre le seuil. Et la DDP finale va atteindre moins 63 millivolts. Donc, si on résume ce qui est arrivé dans toutes ces expériences, on va dire que le neurone postsynaptique est d'abord capable de faire des sommations. C'est-à-dire qu'il peut prendre en considération tous les PPS qu'il reçoit, et dans la réalité, ce sont continuellement des milliers de PPS qui arrivent en même temps, successivement dans le neurone postsynaptique. Quel que soit le nombre de PPS qu'il reçoit, le neurone postsynaptique est capable de faire un calcul très rapide au niveau de son cône axonique. Ce calcul, c'est la sommation. Il y a 2 types de sommation. Recevoir plusieurs PPS successifs d'une même synapse, la sommation est temporelle. Recevoir plusieurs PPS de synapses différentes en même temps, la sommation est spatiale. Il s'agit aussi d'une sommation toujours algébrique, c'est-à-dire qui prend en considération la nature du PPS, est-ce que c'est excitateur ou bien inhibiteur. Toutes ces sommations se réalisent au niveau du cône axonique, c'est un site intégrateur. Voilà donc, le cône axonique est un site intégrateur et donc cette capacité de faire toutes ces sommations de façon continue, c'est ce qu'on appelle l'intégration postsynaptique. Donc n'oubliez pas que le neurone postsynaptique est toujours un neurone intégrateur.